Bonjour, merci d'être venu à cette audition. Vous êtes journaliste au Monde et toute personne entendue par la commission d'enquête doit prêter serment. Je vais donc vous le rappeler scrupuleusement. Donc je vous rappelle que toute information relative aux travaux non publics d'une commission d'enquête ne peut être divulguée ou publiée qu'en cas de faux témoignage. Elles sont passibles des peines prévues par les articles 334-13, 334-14, 334-15 du Code pénal. Donc je vais vous lire la formule rituelle, après quoi vous lèverez la main droite en disant « je le jure ». Prêtez serment de, donc Madame Michel, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Je vais donner immédiatement la parole à notre rapporteur, puis nos collègues auront sûrement des questions à vous poser, comme moi-même, mais préalablement, vous avez une dizaine de minutes pour nous parler du sujet qui nous occupe aujourd'hui. J'aimerais d'abord vous expliquer comment je conçois mon témoignage devant vous aujourd'hui. J'estime que mon rôle de journaliste est de m'en tenir à la description des faits, dans le cadre que j'ai pu observer dans le cadre des enquêtes que j'ai conduites, notamment de la fameuse enquête Offshore Leaks que vous avez mentionnée. Et j'estime que je ne saurais être en aucun cas prescriptrice de solutions, que mon rôle de journaliste est de rapporter des faits. Un journaliste n'est ni un auxiliaire de police ni de justice, pas plus qu'il ne doit se substituer au législateur. En revanche, je pense que lorsque nous sommes témoins de faits qui méritent d'être relatés parce qu'ils soulèvent des questions d'intérêt général, je pense que voilà, c'est dans le rôle des journalistes aussi de témoigner de ces faits, et je pense que je peux donc exposer ces faits devant vous et puis montrer peut-être au passage les failles de la législation, de la régulation du secteur bancaire et financier que nous avons pu observer dans le cadre de nos enquêtes. Et je pense qu'on est d'autant plus fondé à témoigner sur ces faits précis qu'en fait, lorsque les intermédiaires financiers que nous avons pu observer dans le cadre de nos enquêtes et qui ont participé, donc puisqu'il s'agit de cela, au montage de sociétés offshore totalement opaques, d'autant plus fondés à agir donc que ces intermédiaires financiers, lorsqu'ils sont interrogés sur le sens de leurs actions, de leur comportement, des opérations qu'ils conduisent, renvoient à la responsabilité du législateur et au changement de la loi. Et je pense que c'est une interpellation directe de leur part. Et voilà. Donc, en substance, en fait, ils disent si la loi est mal faite, c'est aux États, aux politiques, aux législateurs de la changer. Et dans ce cas-là, nous l'appliquerons. Mais c'est vraiment le... Oui, tout à fait. Voilà. Alors, s'agissant de l'enquête Offshore Leaks, peut-être que je vous pose qu'il est important, enfin intéressant pour vous que je repose le cadre des choses. Donc, c'est une enquête qui a été publiée le 4 avril. Donc, je reviens sur le calendrier de la publication de cette enquête que nous avons conduite donc en amont pendant, je dirais, un peu plus d'un mois et demi s'agissant du Monde. Et en fait, la publication de cette enquête qui révèle donc des sociétés, des montages opaques concernant des sociétés, plus de 120 000 sociétés offshore construites dans des paradis fiscaux, donc avec l'aide d'intermédiaires financiers. Cette enquête, en fait, a été publiée donc, le 4 avril et c'était 48 heures après les aveux de Jérôme Cahuzac. La date du 4 avril avait été décidée de très longue date, donc au niveau international, puisque je vais vous le dire, il s'agissait d'une enquête internationale. Et du coup, le fait qu'elle soit publiée, c'était le calendrier est venu s'interférer dans notre propre calendrier et a donné une résonance particulière à cette enquête en soulevant des questions voilà, très, très générales et au-delà d'un simple cas particulier. Donc en fait, cette enquête Offshore Leaks, c'est d'abord une expérience inédite de coopération entre plus de 100 journalistes d'une quarantaine de médias dans le monde qui ont eu l'opportunité de travailler ensemble sur des données qui ont été obtenues par un consortium d'investigation, de journalisme d'investigation américain qui s'appelle ICIJ,
prononcé à la française, et qui en fait qui est un consortium d'investigation qui est financé par du mécénat en fait, voilà. Et donc ce réseau de journalistes a travaillé sur une matière dont il a tout de suite compris quelle était l'importance. En fait, c'était en fait des disques durs d'ordinateur qui ont été apportés donc à ce consortium américain ICIJ et qui contenaient en fait tout un tas de documents, 2,5 millions de documents. Donc en termes de masse de données informatiques, c'était 260 gigaoctets, et c'était, pour le quantifier, 160 fois supérieur aux données, aux câbles diplomatiques de Wikileaks. Donc c'était des données substantielles qui portaient sur la création de 122 000 sociétés offshore dans des paradis fiscaux assez connus, voire plus exotiques dans le monde. Ces documents, les 2,5 millions de documents dont je vous parlais, étaient très divers. Donc à la fois des actes juridiques portant sur la constitution, attestant de la constitution de ces sociétés, des échanges de courriers entre des intermédiaires financiers, banques, avocats, cabinets d'avocats, autres prestataires qui avaient participé à la constitution de ces sociétés et qui en suivaient la vie quotidienne, donc mails ou lettres traditionnelles, des récépissés de factures diverses, sachant qu'un élément intéressant, c'est que en fait, ces factures diverses sont assez anodines. En fait, elles ne disent en rien quelle est la valeur des avoirs sur les comptes de ces sociétés, parce que justement, le but de ces montages est de dissimuler à la fois les flux qui transitent ou qui sont stockés dans les paradis fiscaux, et puis les bénéficiaires réels, les propriétaires réels des sociétés offshore. Et en fait, c'est à travers l'exploitation de ces données, dans le cadre d'un long travail. Donc pour Le Monde, nous avons passé 1 mois et demi à travailler sur ces données, quasiment nuit et jour. Et en fait, c'est l'exploitation de ces données qui a permis de remonter le fil, de disséquer en quelque sorte ces sociétés offshore, dont le but, la finalité, ça s'est avéré, est de dissimuler l'identité des propriétaires réels. Alors ce sont des trusts dont on entend beaucoup parler, ou bien des compagnies financières internationales, notamment c'est le statut qu'offrent les îles Vierges britanniques, qui a un statut tout aussi opaque que le trust, mais qui ne transfère pas la propriété des avoirs. Et du coup, ces données nous ont permis donc de mettre au jour à la fois ces montages totalement opaques, faits pour dissimuler, et derrière en fait ces montages qui ont recours, que ce soit pour le management de ces sociétés comme pour l'actionnariat visible, à des prête-noms. Donc en fait, et cela nous a permis d'avoir connaissance derrière ces prête-noms des véritables propriétaires économiques réels, des bénéficiaires économiques réels, des propriétaires réels des sociétés offshore. Et en fait, on a tout de suite... Alors Le Monde a été sollicité par le consortium ICIJ et a accepté en fait de coopérer, parce qu'il a tout de suite en fait, parce que d'abord on connaissait ce consortium avec qui on avait déjà coopéré dans le cadre d'une enquête sur le trafic de tissus humains, et que dans un deuxième temps on a tout de suite évalué l'importance de ces données confidentielles et qui auraient dû le rester, et qui avaient donc été captées sur ces disques durs d'ordinateur, et qui émanaient, en fait, ça je ne vous l'ai pas dit, mais ce sera peut-être l'une de vos questions, qui émanaient en fait de sociétés qui sont spécialisées dans la constitution de sociétés offshore, des fameuses Shell Company, Quick Company, ces sociétés rapidement créées et qui fournissent prête-noms pour afficher dirigeants et actionnaires, voilà, d'une manière totalement fictive. Voilà. S'agissant des conclusions, peut-être vous voulez que je dise un mot parce que en fait, ce qui était intéressant, c'est que on nous a pas mal questionné sur le fait que effectivement la fameuse liste française, qui n'en était pas une en quelque sorte, puisque en fait ce sont tous les noms auxquels nous sommes parvenus
jusqu'auquel nous sommes parvenus à remonter dans le cadre de notre enquête, en fait, cette fameuse liste comprenait, disons, grosso modo, plus de 100 noms, 130 noms, en fait. Et cette fameuse liste, nous ne l'avons pas publiée en intégralité. Alors, il y a une raison essentielle à cela, c'est que nous n'avons publié les noms que lorsqu'ils faisaient sens de notre point de vue et du point de vue de l'intérêt à diffuser ces informations. C'est-à-dire que soit c'était des personnes emblématiques et qui étaient censées incarner certaines valeurs, qui étaient en position de responsabilité dans la société, ou des institutions financières en vue qui n'ont pas, dont on ne pense pas qu'elles, on ne peut pas penser qu'elles ont ce genre de pratiques, enfin dont on peut le penser mais dont on ne le sait pas. Et nous avons aussi passé au travers de notre filtre ces informations de façon à donner du sens aux choses. C'est-à-dire on a fait, en gros, on a procédé par thème en disant voilà, ce que révèle cette enquête, donc il y a au-delà des simples noms, c'est le fait que, donc deux conclusions vraiment essentielles, le fait que en fait le recours aux sociétés offshore s'est banalisé, généralisé au cours des dernières années. Jusqu'à concerner les entrepreneurs de province. Il y avait dans ces fichiers beaucoup de petits entrepreneurs, de gros entrepreneurs de régions, donc en France, et qui sont passés par des intermédiaires financiers pour constituer, pour échapper à l'impôt, éluder l'impôt. Voilà, donc il y avait cette conclusion, alors que, enfin, jusqu'à présent, c'est vrai que les affaires qui éclatent sont surtout des affaires qui mettent en jeu, en fait, des milliardaires, enfin, on parle aussi beaucoup des oligarques russes, etc. Mais la réalité de l'offshore aujourd'hui, c'est cela aussi. Et puis, la deuxième chose, c'est ce que je vous ai un peu dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que les intermédiaires financiers, notamment les banques, les cabinets d'avocats, ont un rôle très actif dans le montage de ces structures offshore et que la législation n'est pas forcément, la régulation n'est pas forcément adaptée à ce qu'on observe aujourd'hui. Oui, merci. En ce qui concerne la législation, la saison 2 de notre commission d'enquête, qui évidemment suit comme toutes les saisons, enfin les bonnes en tous les cas, la saison 1, a dû vous montrer l'intérêt que nous portions tous à ces questions pour améliorer les dispositifs, dont un texte arrive quand même la semaine prochaine devant notre Haute Assemblée. Alors avant de passer la parole à notre rapporteur, moi j'aimerais vous poser une question, parce que quand on reçoit une masse d'informations comme ça, comment est-ce que vous l'avez traité ? Pardonnez-moi, mais est-ce que vous avez les compétences économiques? Est-ce que vous vous êtes fait assister? Est-ce que vous avez monté une équipe autour de ça? Et est-ce que vous avez vérifié ce qui vous avait été envoyé? Oui, bien sûr. Alors, je rebondis sur la dernière partie de votre question. Effectivement, c'est essentiel. Et justement, ça a été tout le sens de cette coopération qu'on a engagée avec ICIJ. C'est qu'il ne s'agissait pas de livrer cette liste, ces listes de bénéficiaires des sociétés offshore, sans avoir vérifié ce qu'il y avait dans ces sociétés, sans avoir interpellé les bénéficiaires, les avoir interrogés sur le sens des choses et de ce qu'il y avait dans ces sociétés, et puis sans avoir vérifié si dans ces sociétés, il y avait de l'activité économique réelle ou des avoirs dissimulés qui ne correspondaient à aucune activité économique réelle. Voilà, donc ça c'est un travail qu'on a fait évidemment, et c'est pour ça que le travail, l'enquête qu'a engagée ICIJ avec ce réseau international de journalistes nous semblait faire sens. C'était que justement c'était pas des bases de données comme ça brutes et non vérifiées qui étaient publiées et lâchées dans la nature et publiées sur Internet notamment, ce qui permet de faire ce genre de choses assez vite, mais justement que ces bases de données n'étaient publiées qu'après le travail des journalistes dans chacun des pays, le travail de filtre en quelque sorte et de vérification essentielle des journalistes. Et en fait, s'agissant des compétences économiques, en fait, justement, donc Le Monde a choisi, la rédaction en chef a été approchée par ICIJ et a choisi de confier en fait l'enquête notamment à moi, qui suis journaliste économique et qui connaît, en tout cas travaille sur ces rouages de la finance et qui a pour interlocuteur assez régulier les entreprises, pour interlocuteur assez régulier les entreprises, notamment ces banques dont on parle, qui suis amenée aussi à suivre tous les travaux et les réflexions en matière de régulation financière en France et au niveau international. Voilà.
Je vous remercie parce que la question n'a rien de personnel, mais la technicité à la fois des produits et à la fois l'inventivité des fraudeurs directs ou indirects est telle qu'une des questions qui se pose de façon itérative à notre commission est celui de la formation des gens qui reçoivent l'information, que ce soit dans l'administration ou les autres personnes qui ont à traiter ou à connaître, y compris nous-mêmes d'ailleurs. Donc cette question de l'appréhension de l'information est aussi extrêmement importante. Je vais vous dire en fait, et effectivement je dois répondre plus précisément, en fait l'administration fiscale est confrontée au fait de trouver les bonnes informations et d'avoir connaissance des montages qui se pratiquent. Et c'est ce sur quoi elle bute en permanence. C'est-à-dire que parfois elle a un numéro de compte, etc. mais elle n'arrive pas à remonter le fil des choses parce que si la personne qui est soupçonnée de détenir par exemple un compte bancaire de façon illégale, non déclaré à l'étranger, n'avoue pas, l'administration, vous le savez mieux que moi, répond on ne peut rien faire, on est limité dans nos moyens puisqu'il n'existe, on en parlera peut-être après, mais pas de registre par exemple des sociétés offshore. Il n'existe en termes d'obligations aussi déclaratives, c'est extrêmement limité. On doit déclarer un compte bancaire à l'étranger, mais justement les intermédiaires financiers, eux, ne sont pas tenus de déclarer, de faire ces déclarations lorsqu'ils opèrent pour des particuliers. Et du coup, en fait, nous, les données auxquelles on a accédé, et c'était là la chance de cette enquête, c'est que même si en termes de masse de données, ça a nécessité une plongée, vous savez, dans l'informatique pour aller voir d'un fichier à l'autre, etc. Mais en même temps, la nature même des informations qu'on trouvait était extrêmement précieuse parce on avait le nom de la société, l'intermédiaire, finalement, après avoir exploré tous ces fichiers, en fait, on avait devant nous tout ce qu'il fallait pour boucler l'enquête, avant effectivement de vérifier ça, de confronter ça aux faits, à la vie réelle, au discours des bénéficiaires supposés de ces entreprises et de ces sociétés offshore. Mais en fait, on avait le nom de la société, le nom du prestataire de service ou des prestataires de service, sa localisation, le nom du prestataire de service qui avait aidé à la mettre en place, et puis le nom, dans un premier temps, en fait, des dirigeants. Alors, c'était effectivement ces dirigeants qu'on retrouve dans toutes les sociétés. Donc, elles portent les mêmes noms. Je peux vous montrer des pièces, si vous voulez, qui sont très intéressantes. Donc, en fait, c'est des noms que se prêtent toutes les sociétés qui... Oui, bien sûr, je vous les montrerai. Et en fait, donc ça, c'est pour les dirigeants. Les actionnaires, c'est pareil. Des prête-noms, des actionnaires qui n'ont de réalité, en fait, d'existence que le nom, en fait, qui est donc vendu par des sociétés. Et une fois qu'on avait fait ce travail, avec quelques clics, etc., en explorant dans les bons fichiers, en remontant le fil, on tombait sur les bénéficiaires économiques réels, parce qu'on entrait, par exemple, si vous voulez, disons que pour schématiser, résumer, simplifier, en fait, il y avait, par exemple, dans un fichier, le nom de la société avec le prestataire. On prenait ce nom, le copiait, on le mettait dans un autre fichier, et là, ça nous donnait le nom du bénéficiaire économique réel. Voilà. Bon, ça, c'est en raccourcissant les étapes. Mais voilà, c'est ça. Et donc, en fait, c'était une matière, effectivement, incroyablement confidentielle et précieuse. Et donc, assez, finalement, simple pour nous. Et tout y était. Et en fait, ce que je peux vous dire, c'est que quand on a confronté... toutes les sociétés sur lesquelles j'ai travaillé, donc vous voyez là, c'est une petite partie du dossier qui concerne les banques. Je vais juste dire un mot après sur les banques. Et en fait, toutes ces sociétés, en fait, aucun des noms, toutes les structures, tout était bon. Il n'y avait aucune information fausse, en fait. Les bénéficiaires sur lesquels dissimulés au départ, mais sur lesquels on tombait finalement, en fait, c'était effectivement eux, les propriétaires. Et jamais on a été démenti par les faits. C'est-à-dire que quand on a appelé les gens pour recouper, c'était pas démenti sur... on sait tout de suite, d'ailleurs, on a tout de suite vu que les fichiers c'était imparable, quoi, que c'était des vrais fichiers et qu'il n'y avait pas de doute, puisque c'est vrai qu'on a pu... certains pays ont pu être traumatisés, notamment les médias, par certaines affaires de listes truquées, etc. Bon, mais là, en tout cas, c'était pas du tout le cas. La matière était vraiment saine, quoi, si j'ose dire. Et du coup, après, alors le seul, notamment le fait que moi j'ai rayé de ma liste certaines personnes ou certaines sociétés, c'est parce qu'elles correspondaient à de vraies activités économiques. Et donc, ce n'était pas du tout des sociétés faites pour dissimuler. C'est par exemple des sociétés d'import-export ou qui étaient localisées dans certains paradis fiscaux parce que soit à la demande des clients, soit des clients locaux, par exemple en Asie. Enfin voilà. Donc voilà.